technique Jacques Hubert. Victor Hugo, dont Jean-Marc Ovas nous a raconté lundi les 3 vies avant, pendant et après l'exil. 3 vies de gloire qui font de lui, aujourd'hui encore, le grand écrivain français par excellence. 3 vies de littérature et d'engagement, de combat public et de drame privé. Tout cela donc est à retrouver en podcast à la date de lundi dernier. Hier, nous nous sommes arrêtés sur Notre-Dame de Paris avec Adrien Goetz, qui est historien de l'art et romancier, et il n'en fallait pas moins pour évoquer ce livre qui est à la fois un manifeste artistique et un roman de très grande ampleur. Enfin, demain, nous parlerons de la poésie de Victor Hugo avec Claude Millet, qu'il a étudié, et en particulier, nous parlerons de la série de recueils que constitue La légende des siècles. Et aujourd'hui, pour parler d'un autre grand roman d'Hugo, Les Misérables, nous sommes en compagnie d'Arnaud Laster, président de la Société des Amis d'Hugo et éditeur de nombre de ses livres, dont Les Misérables, justement, dans la collection classique des éditions Pocket, avec une préface, des commentaires et un dossier historique, édition qui fut reprise en 1998 en 3 volumes et qui est toujours disponible. Les Misérables, roman essentiel de notre littérature, n'a pas toujours pourtant été apprécié par les grands écrivains. C'était le cas de Gide et de Paulan, comme l'expliquait André Malraux au cours d'un entretien avec Roger Stéphane en octobre 1967. Quant aux Misérables, alors ils en pensaient tous le plus grand mal. Il n'y avait absolument que, à commencer par Gide, mais à continuer par Paulan, il n'y avait absolument que moi qui dise, mais les Misérables, c'est un livre absolument considérable. Et ce qu'on objectait, c'est évidemment, ça n'est pas considérable parce qu'on est dans une psychologie qui ne tient pas debout. Or, c'est vrai qu'on est dans une psychologie qui ne tient pas debout. Seulement, mon point de vue, elle n'est pas plus ridicule que celle de l'Iliade. Oui, mais il n'y a pas le même Le Waterloo, c'est pas mal. Chaque fois qu'il touche l'histoire, que ce soit Waterloo, que ce soit les barricades, oui, il y a quelque chose d'assez phénoménal. Et puis alors, il y a la nature de la création. Enfin, moi, je trouve que Jean Valjean, c'est admirable. Alors, naturellement, ce sont des mots, ceux que j'emploie, qui sont très dangereux, parce que si on appelle admirable à la fois Jean Valjean et Raskolnikov, on va finir par ne plus savoir du tout de quoi on parle. Bon, bien entendu. Mais disons, le type de création mythologique est un type de création à quoi je suis très profondément sensible et à quoi j'ai toujours été très sensible, qui est probablement lié à mon goût très profond de l'histoire. Bonjour Arnaud Laster. Bonjour. Avant de commencer, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de cette archive d'André Malraux, de ce qu'il dit de Victor Hugo et de la réception de Victor Hugo par des gens comme Gide et Paulan qui n'ont peut-être pas compris ou n'ont pas vu voir, parce que quand même on imagine que Gide et Paulan comprenaient la littérature d'Hugo, mais qui n'ont pas voulu voir ou accepter l'ampleur des Misérables par exemple. Et je crois que c'est intéressant parce que ça témoigne du fait que Victor Hugo n'est pas un écrivain consensuel. Contrairement à ce qu'on imagine, souvent on en fait une sorte d'idole qui serait au-dessus de tous les partis, et pas du tout. Encore aujourd'hui, Hugo a besoin d'être défendu souvent contre des attaques de toutes sortes. Des attaques esthétiques, mais aussi des attaques politiques, parce que comme il s'est engagé fortement, il n'a pas fait que des adeptes, il a aussi rencontré des ennemis. Cela dit, il y a des légendes à dissiper. Il y en a une qui plane sur Gide. On répète toujours un mot de lui qui est Victor Hugo, hélas. Mais on se trompe sur la question qui était posée à Gide en disant que c'était à la question « Quel est, d'après vous, le plus grand écrivain français ?» Or, la question n'était pas du tout celle-là, c'était « Quel est votre
écrivain, elle était posée à des dizaines d'autres écrivains par une revue qui s'appelait L'Ermitage, et donc Gide faisait une sorte d'autocritique en disant Victor Hugo, hélas, j'ai peut-être mauvais goût. Ou alors il est trop grand et c'est difficile d'être dans son sillage, ça peut vouloir dire ça, le hélas? Oui, on peut l'interpréter de diverses façons, mais en tout cas c'est moins complètement négatif qu'on ne le répète trop souvent. Alors, Les Misérables, c'est un roman publié en 1862, mais Arnaud Laster, il faut expliquer que sa rédaction a commencé bien des années plus tôt, en 1845, et on peut peut-être même encore remonter plus haut, dites-vous, en 1828, pour ce qui concerne les prémices, les premières réflexions de Victor Hugo au sujet de ce roman. Oui, il y a quelque chose qui remonte en effet au combat de Hugo contre ce qu'il considère comme les dérives de la justice, la peine de mort étant la pire à ses yeux parce que la valeur suprême c'est l'inviolabilité de la vie humaine, c'est le combat qu'il mènera toute sa vie. Donc le dernier jour d'un condamné peut être considéré en effet comme une sorte de premier jalon vers Les Misérables. Il y en aura un deuxième qui est un récit intitulé Claude Gueux, qu'il publie en 1834 et où il raconte l'histoire authentique d'un condamné à mort qui s'appelait vraiment Claude Gueux, ce n'est pas lui qui a inventé ce nom, et qui a été emprisonné pour un vol relativement mineur, mais mis dans une telle situation en prison, privé notamment de celui qui lui fournissait une partie de sa ration alimentaire, a fini par se révolter, a menacé le directeur et a fini par le tuer. Et Hugo pose la question à la fin de ce récit, était-il entièrement coupable? La société ne porte-t-elle pas une part de responsabilité? Donc c'est la grande question de Victor Hugo qui va l'accompagner au fond toute sa vie, parce que quand on voit la durée finalement de gestation des Misérables, on se dit qu'il y a une constance incroyable chez cet écrivain qui est capable de rester passionné par son sujet, par ses personnages, par son histoire durant tant d'années. Oui, il ne le quitte que parce que la Deuxième République lui donne l'occasion enfin de jouer éventuellement un rôle politique. Alors je dis enfin, il y a tout de même quelque chose qui aurait pu servir de tremplin, c'est la pairie. Vous l'avez rappelé lors de l'émission avec Jean-Marc Aubas, Victor Hugo a été nommé pair de France, et l'année même où il commence ce roman qui deviendra Les Misérables. Et heureusement, il y avait ce roman en réserve parce que à la Chambre des Pairs, Victor Hugo ne pourra pas trouver une audience à ses messages. Il est déconsidéré par une sorte de scandale privé, mais qui est parfaitement connu des autres membres de cette Chambre des Pairs. C'est un flagrant délit d'adultère, c'est une avanie qui lui est arrivée et dont il tirera d'ailleurs pas mal de conséquences quant à la liberté d'aimer refusée notamment aux femmes. Est-ce que vous pensez qu'il avait dès le départ l'idée de l'ampleur qu'allait prendre ce roman? Parce que dans votre préface, vous citez une lettre de Victor Hugo à Baudelaire qui date du 19 juillet 1860, où il dit « Je suis en plein dans Les Misérables, mais l'œuvre est à perte de vue et me mènera plus loin que je ne croyais ». Ça veut dire qu'il s'est laissé entraîner par son sujet, selon vous, Arnaud Laster? Oui. Oui, je pense qu'il avait d'abord imaginé un roman d'une dimension moins extraordinaire. Et puis les sujets à traiter se sont présentés en foule et il n'a pas refusé de les laisser entrer dans le roman. C'est un peu une caractéristique de l'écriture d'Hugo d'ailleurs. Oui, encore qu'il était parfaitement capable de se corriger, voire d'enlever des parties entières de ses textes, mais c'est vrai qu'il avait aussi la volonté de créer une sorte de roman-monde, de roman qui soit une totalité, et pour cela refuser tel ou tel
aspect, c'était mutilé, hein, le projet. Ouais. Alors dans cette lettre, il faut dire aussi que Hugo remercie Baudelaire pour l'envoi des paradis artificiels, et vous dites que dans son roman, eh bien, ce sont les enfers artificiels que Victor Hugo a voulu donner à voir à son lecteur. Oui, il pense que le mal, la misère, ne sont pas essentiels à la condition humaine, ce sont des choses qu'il faut combattre, qu'il faut même peut-être faire disparaître, et il aura ce discours sous la Deuxième République où il préconise l'abolition de la misère, ce qui fait s'exclamer évidemment beaucoup de gens, et même Baudelaire d'ailleurs sera sceptique sur ce combat en pensant que ça fait partie en quelque sorte de la condition humaine. Il y a chez Baudelaire un fond catholique plus tenace que chez Victor Hugo, et c'est un peu une des conclusions qu'il tire de son analyse des Misérables. Et ça, Victor Hugo le refusera. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale créant artificiellement, en pleine civilisation, des enfers, et compliquant d'une fatalité humaine la destinée qui est divine, tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant que dans de certaines régions l'asphyxie sociale sera possible, en d'autres termes, et à un point de vue plus étendu encore, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, les livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. Et oui, la misère, ça n'est pas quelque chose d'inéluctable, ça n'est pas quelque chose de métaphysique. On entend dans cette lecture par Guillaume Gallienne d'un extrait des Misérables, et finalement c'est un peu ce qu'on va lui reprocher, cette idée qui n'est pas tellement ancrée dans les mœurs au XIXe siècle. Oui, les réactions aux Misérables sont extraordinaires, hein. J'en ai rassemblé un certain nombre dans le dossier au tome 3 de l'édition Pocket, à commencer par le neveu de l'évêque qui aurait servi de modèle à Monseigneur Myriel. Alors aujourd'hui, ce personnage nous apparaît comme une espèce de saint, enfin un personnage extrêmement émouvant. Et une publicité vivante pour l'Église aussi. Oui, et or le neveu de Monseigneur Miolis, qui passait pour la principale source du personnage, proteste et dit « Mais mon oncle n'était pas du tout cet homme-là, il ne se serait jamais agenouillé devant un conventionnel comme le fait Myriel, qui va pour donner l'extrême onction à un ancien conventionnel, un homme de la Révolution, et cet homme-là refuse cette extrême onction et lui fait au contraire comprendre à quel point la Révolution a pu être un pas de progrès pour l'humanité. Donc on pense que Hugo est anticlérical parce qu'il montre un évêque tellement bon qu'au fond il ne peut pas exister dans l'Église telle qu'elle se présente dans la réalité, c'est ça? Mais c'est ce que disent, c'est extraordinaire, mais c'est ce que disent des chrétiens, des catholiques de l'époque. Barbé d'Aurevilly, même un écrivain tout de même majeur, dit ça n'est pas possible, il n'y a aucun évêque qui, étant volé par un homme qu'il a accueilli chez lui, hein, et au lieu de le dénoncer, lui offrant des chandeliers supplémentaires, non, ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Alors tant qu'il y aura sur terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. On l'a entendu dans la voix de Guillaume Gallienne, c'est la préface de Hugo aux Misérables. Et vous, dans votre préface, eh bien, vous vous demandez comment un roman comme Les Misérables peut être utile aujourd'hui pour rendre la société plus juste. Vous avez une réponse alors à apporter à cette question-là, sur la performativité aujourd'hui des Misérables? Je crois que le roman met en question un très grand nombre de sujets qui restent parfaitement actuels, à commencer par ce que Hugo appelle l'incubation
du crime dans les prisons. Hein. Les prisons qui, au lieu d'être un lieu où des coupables pourraient se régénérer et être réintroduits dans la société, ne fait quelquefois qu'aggraver leur cas. Mais c'est un peu sur tous les sujets, si vous voulez, que le roman amène à réfléchir. Alors, Hugo propose un certain nombre d'exemples d'hommes bienfaisants. C'est le cas de Myriel, c'est le cas de Jean Valjean quand il devient maire de Montreuil-sur-Mer et qu'il dirige une fabrique. Mais il montre qu'à chaque fois, cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas, et chose des plus géniales, je trouve, c'est lorsque Jean Valjean est accueilli par Myriel et reçoit justement, au lieu d'une sanction, une aide pour progresser, eh bien, Jean Valjean n'est pas immédiatement converti, si j'ose dire, à la bonté, et il rencontre un petit ramoneur en chemin, et d'une façon un peu machinale, par habitude, il met le pied sur la pièce avec laquelle jouait ce ramoneur et qui était son salaire. Donc c'est une récidive, c'est un nouveau vol. Et cette récidive... Car le vol l'a envoyé d'abord en prison bien des années avant. Absolument, et cette récidive va le suivre jusqu'au bout. Hein. Et sous le coup de cette récidive, il risque la perpétuité. Or, ce qui est important, c'est que c'est aussi le moment d'une prise de conscience pour lui. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce geste, tout d'un coup, il se rend compte qu'il a fait quelque chose de mal. Et il faut que ça passe par lui, qu'il intériorise les différentes valeurs, le bien et le mal, pour qu'il change. Il n'a pas suffi du geste le plus sublime soit-il, il faut cette prise de conscience. Alors, allez-y. Et je trouve toujours que c'est un test des adaptations, lorsqu'elle saute l'épisode du petit Gervais, enfin du petit ramoneur, à mon avis, elles trahissent assez gravement la pensée de Hugo. Alors, il faut encore démontrer l'efficacité, justement, de ce livre pour changer le monde. On peut se demander si Hugo a été un inspirateur pour le courant socialiste. On peut se demander si il a été revendiqué ensuite par un courant politique déterminé qui serait le courant socialiste. Quel est votre avis, Arnaud Laster? Il se revendique comme socialiste pendant l'exil et il prononce des discours, il intervient pour des peuples en lutte et ces peuples vont lui être reconnaissants. Les Misérables a une diffusion internationale exceptionnelle. Il est traduit dans le monde entier. Et dans chaque pays reste un roman de référence et une œuvre qui contribue à faire espérer aux gens que les choses puissent changer. Et vous diriez qu'encore aujourd'hui, c'est une référence de la gauche, Victor Hugo, ou c'est plus compliqué que ça? Oh, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que il y a toujours eu des courants divers hein, à l'égard de Hugo. Il y a eu un homme de gauche qui s'appelait Paul Lafargue, qui était le neveu de, je crois, ou le gendre de Marx, et qui a écrit un pamphlet extrêmement virulent contre Hugo et qu'on ressort régulièrement. En réalité, il y répète les lieux communs des adversaires de Hugo, et ça n'est pas à sa gloire. On ferait mieux de mettre en vedette son livre sur le droit à la paresse, qui est un livre étonnant et passionnant. Là, il a malheureusement sombré dans une espèce d'hugophobie qui va être très répandue. Alors son socialisme, ce serait les préoccupations, pourquoi pas écologiques, hein, on pense au chapitre sur les égouts de Paris. Exactement. Et ça, c'est un combat aussi ancien, parce que à la Chambre des Pairs, sa première intervention porte sur la défense du littoral. Et Hugo est très attentif à ces questions matérielles, à ces questions concrètes. Et en effet, le recyclage des déchets, hein, ça lui paraît porteur d'un immense avenir.
Et il trouve que c'est un gâchis épouvantable de laisser filer aux égouts des choses qui pourraient servir d'engrais, qui pourraient servir pour des quantités de choses utiles. On retrouve l'idée de la gratuité des soins, un certain nombre aussi de concepts économiques, parce qu'on a beaucoup dit que Hugo finalement ne s'intéressait pas à l'économie, c'est pas tout à fait le cas. Non, 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 il disait d'ailleurs que son socialisme englobait aussi bien des questions morales ou juridiques que des questions matérielles. C'est-à-dire qu'il englobait par exemple la défense pour le droit des femmes, l'égalité entre hommes et femmes, pour le droit des enfants aussi, et naturellement les questions économiques. Les questions économiques ne sont pas l'alpha et l'oméga des problèmes, mais il ne les méconnaît pas du tout. Et alors vous citez Lamartine dans l'étude qu'il a consacrée à ce roman dont on parle, Les Misérables, et où il finissait par dire que finalement c'était un livre, je cite, très dangereux de deux manières, non seulement parce qu'il fait trop craindre aux heureux, mais parce qu'il fait aussi trop espérer aux malheureux. Oui, je dois dire que c'est une phrase qui est un peu accablante pour Lamartine. C'est dommage, parce que Lamartine a été un grand homme de la Révolution de 48, et Hugo l'admirait dans sa jeunesse et avait beaucoup de sympathie pour lui. Il a été tout de même très, très déçu de cette prise de position de Lamartine. Mais elle est très révélatrice. Hein, elle est très révélatrice de la mentalité, même d'hommes assez éclairés. Et à titre qui me revient à la mémoire dans Les Misérables, pitié pour les malheureux, mais indulgence pour les heureux. Il y a ça aussi chez lui, c'est-à-dire que beaucoup de gens trouvent que le mariage de Marius et Cosette à la fin des Misérables, bon, c'est une fin heureuse un peu artificielle, et puis bon, forme d'embourgeoisement. Et Hugo défend leur droit au bonheur, en plus Cosette ayant vécu tout ce qu'elle a vécu. Oui, puis Jean Valjean récupère toute la part de malheur du roman. Oui, oui, et d'une certaine façon, c'est vrai que sa fin est assez terrible. Elle est sublime, mais elle est terrible, et le roman ne s'achève pas sur une sorte de satisfaction générale. Et le dernier chapitre, curieusement, raconte un effacement. C'est l'effacement d'un quatrain qui a été écrit sur la tombe de Jean Valjean et qui lui-même est en train sans doute de disparaître. Et ça, c'est aussi une chose qui revient souvent chez Hugo. La fin des romans, c'est souvent le lieu d'une disparition. Vous avez ça dans Notre-Dame de Paris avec Quasimodo embrassant le cadavre d'Esmeralda. On les retrouve des années après à l'état de squelette. On veut les séparer et Quasimodo tombe en poussière. Alors revenons un peu en arrière dans l'histoire des Misérables avec ce nouvel extrait, toujours lu par Guillaume Gallienne. Le lendemain, au point du jour, Jean Valjean était encore près du lit de Cosette. Il attendit là, immobile, et il la regarda s'éveiller. Quelque chose de nouveau lui entrait dans l'âme. Jean Valjean n'avait jamais rien aimé. Depuis 25 ans, il était seul au monde. Il n'avait jamais été père, amant, mari, ami. Au bagne, il était mauvais, sombre, chaste, ignorant et farouche. Le cœur de ce vieux forçat était plein de virginité. Sa sœur et les enfants de sa sœur ne lui avaient laissé qu'un souvenir vague et lointain qui avait fini par s'évanouir presque entièrement. Les autres émotions tendres de sa jeunesse, s'il en avait, étaient tombées dans un abîme. Quand il vit Cosette, quand il l'eut prise, emportée et délivrée, il sentit se remuer ses entrailles. Tout ce qu'il y avait de passionné et d'affectueux en lui s'éveilla et se précipita vers cet enfant. Il allait près du lit où elle dormait et il y tremblait de joie, car c'était une chose bien obscure et bien douce que ce grand et étrange mouvement d'un cœur qui se met à aimer. Pauvre vieux cœur tout neuf. Seulement comme il avait 55 ans et que Cosette en avait 8,
Tout ce qu'il avait pu avoir d'amour dans toute sa vie se fondit en une sorte de lueur ineffable. C'était la deuxième apparition blanche qu'il rencontrait. L'évêque avait fait lever à l'horizon l'aube de la vertu. Cosette y faisait lever l'aube de l'amour. La Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons des Misérables avec vous, Arnaud Laster. Les Misérables qui est peut-être aussi un roman de la prise de conscience, car c'est un petit peu ça la trajectoire de Jean Valjean, comme on l'entend d'ailleurs dans cet extrait. C'est un homme qui change, un homme qui prend conscience, et là en l'occurrence qu'il est capable d'aimer. Mais oui, et ça m'a rappelé aussi l'épisode de Quasimodo au pilori. Esmeralda vient lui apporter à boire alors qu'il a été un de ceux qui l'enlevaient, lui et Frollo, et qu'elle aurait dû le haïr. Et elle vient lui, comme qu'il meurt de soif, à ce pilori, elle vient lui apporter de l'eau. Et le chapitre s'appelle « Une larme pour une goutte d'eau ». C'est la première larme d'Hugo qu'il est versée, et ça va le changer profondément. Donc il y a là comme une ébauche ou une amorce déjà de ce que sera Jean Valjean. Et c'est aussi l'itinéraire de Jean Valjean, l'histoire d'une non-intégration sociale, parce que il change d'identité, il devient le maire de la ville, mais finalement il ne peut pas s'intégrer à la société. Pour quelle raison? Il est sous le coup de cette récidive dont je parlais, et ça, oui, ça interpelle aujourd'hui les partisans des peines planchées, qui devraient y réfléchir à deux fois, parce que si on applique automatiquement la loi sans juger des circonstances atténuantes, on arrive à des choses absurdes et à des choses révoltantes même. Là, il est coincé, et il dit bon, même si je pouvais m'intégrer, je résume bien sûr, un jour viendrait peut-être où la police arriverait, me mettrait la main au collet. Il dit ça à Marius et Cosette pour expliquer qu'il est en dehors, qu'il ne peut pas malheureusement être comme un père, même adoptif. Donc à tout jamais, il est en dehors. Peut-être aussi qu'il ne peut pas monter totalement dans l'échelle sociale, s'intégrer totalement à la société bourgeoise, parce qu'il est un personnage précisément de son époque. S'il avait été écrit quelques années plus tôt, il aurait peut-être été un Lucien de Rubempré, il aurait peut-être été un Rastignac, il aurait peut-être été un Julien Sorel. Est-ce que là, on n'a pas aussi quelque chose de l'histoire littéraire qui fait que ce personnage n'emprunte pas les trajectoires de ceux qui pourraient être ses prédécesseurs? Oui et non. Il y a une réussite sociale provisoire et menacée lorsqu'il devient à Montreuil-sur-Mer Monsieur Madeleine et le maire respecté, admiré, mais c'est très fragile. Il suffit de très peu de choses pour que ça vacille, et même sous sa direction, qu'on pourrait qualifier de paternaliste, dans sa propre fabrique, il y a des injustices qui se commettent gravissimes. C'est le renvoi de Fantine, par exemple. Et donc, là encore, c'est une façon pour Hugo de montrer que si bon que soit M. Madeleine, il ne constitue pas l'exemple définitif d'un changement profond de la société. Alors, il y a une question quand même qui se pose, c'est celle de la projection de Victor Hugo dans l'un ou l'autre de ses personnages, peut-être dans plusieurs. Pour vous, le personnage qui ressemble le plus à Victor Hugo, c'est le personnage de Marius, Arnaud Laster. Oui, ne serait-ce que parce qu'il porte en partie son prénom. Vous savez que Victor Hugo s'appelait Victor-Marie Hugo, et en prénommant son personnage Marius, c'est vrai qu'il lui donne déjà
une part de son identité, mais il y a quelque chose de plus profond, en effet, c'est que Marius va être l'objet d'une évolution dans le roman qui ressemble à celle de Hugo. Il y a par exemple l'épisode où il vante la grandeur de Napoléon, et où ses amis républicains lui administrent une espèce de douche froide lorsqu'il leur dit « mais quoi de plus grand ?» et que l'un d'entre eux dit « la liberté ». Et oui, donc si héroïque, si grand qu'ait pu être Napoléon, il était empereur, il dirigeait un régime qui était loin de correspondre aux vœux des jeunes républicains de l'ABC, vous savez, ce mouvement qui est engagé dans l'insurrection de 1832 que racontent Les Misérables, avec ce jeu de mots, l'ABC, pour alphabétiser le peuple, mais parce qu'aussi le peuple est l'ABC, A-B-A-I-2-S, E accent aigu. Et donc, pour eux, il est certain qu'il y a autre chose que la grandeur chez un homme d'État à admirer. On va continuer de parler avec vous, Arnaud Laster, de Jean Valjean, Cosette, Javert et tout ce petit monde des Misérables. Mais tout de suite, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues et en votre compagnie, Michel Crépu, bonjour. Bonjour Mathieu. Directeur de la NRF et admirateur, j'en suis sûr, de Victor Hugo. Ah, complètement. Je suis absolument, j'ai senti ça vraiment absolument de l'avis de Malraux dans ce petit épisode qu'on entend. Ah, donc vous n'êtes pas du côté de Gide, votre illustre prédécesseur? Non, ce sont des NRF. petits snobs, là, en l'occurrence, Gide et Paulhan. Non, je suis absolument d'accord avec Malraux, et j'irais même jusqu'à dire que, en suivant un peu Malraux, intuitivement, Victor Hugo, c'est le général de Gaulle. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui essaye, par les moyens de la littérature, mais la littérature à l'époque de Hugo, c'est bien autre chose que celle que nous avons aujourd'hui, mais qui essaye d'embrasser la totalité du phénomène France, de la société française, dans tous ses aspects, et y compris les plus sombres et les plus redoutables. Et c'est ce qui me frappe absolument en écoutant la conversation que vous venez d'avoir, c'est cet aspect qu'on a perdu aujourd'hui, où la littérature, où l'acte littéraire, la création littéraire, était capable d'offrir à tout un pays un moyen de se reconnaître et de s'identifier, et de se donner l'idée qu'on existe véritablement. Mais le procès en invraisemblance que font Gide et Paulhan, c'est plutôt quelque chose d'absolument littéraire. Il se place sur un autre plan. Là, Dieu sait que j'admire Gide et Paulhan, mais là, ils résonnent en petits snobs. Ils n'ont pas la longueur d'onde nécessaire pour percevoir l'onde de choc. Et puis quand même, enfin... moi, je dois dire que j'ai changé d'avis sur Hugo quand j'ai lu Les Choses Vues. J'avais adoré Les Misérables dans mon adolescence. Mais quand on lit Les Choses Vues, on mesure à quel point Hugo est un extraordinaire chroniqueur de son temps. Enfin, c'est quelque chose de prodigieux. C'est Michel-Ange, je ne sais pas. Voilà, tout comme la NRF, chronique tel Michel-Ange, les temps actuels. Alors, au sommaire du numéro de septembre, eh bien, il y a par exemple un entretien entre l'historien de l'art Thomas Schlesser et le politiste Vincent Martini du Célipof. Oui, c'est une réflexion suggestive et tout à fait astucieuse sur les ressorts secrets, au fond, du discours sur l'identité nationale tenu à gauche par le biais de l'anti-américanisme. Parce que l'identité nationale était un concept de gauche. C'était un concept qui se baladait tout seul, qu'on pouvait croire porté par des figures telles que Barrès, en remontant un peu dans le temps. Et Martini et Schlesser montrent que ce discours de l'identité nationale a repris du poil de la bête à l'époque où toute la gauche s'est dressée
au nom de l'exception culturelle, contre l'adversaire américain qui était naturellement considéré comme le diable. Alors c'était le ressort d'un discours sur l'identité française. Également dans ce numéro, Louis-Henri de La Rochefoucauld parle du Rock-Loden. Qu'est-ce que c'est que le Rock-Loden? C'est un texte extrêmement drôle qui part d'une constatation toute simple, c'est que Mick Jagger, chanteur des Rolling Stones, est aujourd'hui dans la situation d'être un arrière-grand-père. Ce qui en dit long, permettez-moi de vous le dire, sur la permanence, enfin la sédimentation du rock à travers les âges et qui va continuer même au-delà du phénomène des Rolling Stones. Voilà. Vous ne nous en direz pas plus, il faut, pour en savoir davantage, se procurer le numéro de la NRF de septembre. Merci beaucoup Michel. Mais c'est moi. C'est la suite de la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec le président de la Société des Amis de Victor Hugo, Arnaud Laster, et après nous être arrêtés hier sur Notre-Dame de Paris, nous parlons aujourd'hui de l'autre grand roman d'Hugo, Les Misérables, dont voici un nouvel extrait, toujours dans la voix de Guillaume Gallienne. Où en suis-je? Est-ce que je ne rêve pas? Que m'a-t-on dit? Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi? Que peut être ce chant Mathieu? Il me ressemble donc? Est-ce possible? Que faire? Indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions, tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom. Ce qu'il avait toujours le plus redouté, c'était d'entendre jamais prononcer ce nom. Il se disait que ce serait là pour lui la fin de tout, que le jour où ce nom reparaîtrait, il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle, et qui sait même peut-être au-dedans de lui sa nouvelle âme. Il continua de se questionner. Il se déclara que sa vie avait un but, mais quel but? Cacher son nom? Tromper la police? Était-ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait? Est-ce qu'il n'avait pas un autre but qui était le grand, qui était le vrai? Sauver non pas sa personne, mais son âme, redevenir honnête et bon, être injuste, se livrer, sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur, reprendre son nom, redevenir par devoir le forçat Jean Valjean. C'était là vraiment achever sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait. Y retomber en apparence, c'était d'en sortir en réalité. Il fallait faire cela. Alors il y a comme cela quelques chapitres qui sont plus mythiques encore que les autres, et celui-ci en fait partie. Arnaud Laster, c'est Tempête sous un crâne. D'ailleurs l'expression est restée célèbre et elle est réutilisée très fréquemment. Qu'est-ce que cet extrait vous évoque? Baudelaire d'ailleurs avait la plus vive admiration pour ce chapitre qu'il considérait comme une des plus belles pages que l'humanité ait écrite. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'issue de cette tempête sous un crâne, la décision n'est pas prise. Et il faut un rêve que Jean Valjean notera, mais qui ne s'expliquera pas, entre cette tempête sous un crâne et le départ pour aller se dénoncer au tribunal d'Arras comme étant Jean Valjean et ne pas laisser condamner injustement celui qu'on prend pour tel. Et ça aussi c'est très très fort, c'est que la rationalité, c'est beau, c'est magnifique, mais la décision là, elle semble presque échapper à Jean Valjean involontairement. Et en revanche, alors ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce rêve
Il y en avait déjà un dans Le Dernier jour d'un condamné, et curieusement, les adaptations sautent toujours ces rêves. Et je me suis dit, pour Les Misérables, c'est encore plus étonnant que pour les adaptations du Dernier jour, parce que pour un cinéaste, ce serait la possibilité d'une séquence à la Ingmar Bergman, hein, que de visualiser ce rêve. Et pas un ne semble l'avoir retenu. Alors vous dites que, au fond, Victor Hugo laisse libre ces personnages, puisqu'il ne décide pas pour eux totalement à la fin. Est-ce que pour vous, on est là dans une littérature qui n'est pas une littérature d'idées, une littérature qu'on pourrait dire à thèse, ou est-ce qu'il y a quand même, qui préexiste aux Misérables, l'envie d'abord de faire passer soit un message, soit une série de messages? Les deux. Je pense qu'il y a en effet la volonté de plaider une grande cause, une cause sociale. Mais il y a une fiction qui s'élabore, qui se développe, qui prend des proportions tout à fait inouïes. Parce qu'on a l'impression qu'il lâche complètement la bride à certains moments, et c'est ce qui fait aussi le plaisir évidemment du texte et de la lecture. Et en même temps, il en revient toujours à ses idées principales, et il y a un côté démonstratif quand même aussi. Oui. Hugo n'est pas un défenseur de l'art pour l'art. Dans William Shakespeare, qui tient à juste titre très à cœur à Jean-Marc Auvasse, il dit que l'art pour l'art peut être beau, mais que l'art pour le progrès, c'est mieux encore. Donc il y a chez lui un progressisme et une volonté, y compris dans les œuvres de fiction, de faire passer divers messages. Ce sera le cas aussi dans son théâtre, Théâtre en Liberté. Il y a des pièces là qui donnent à réfléchir et qui peuvent s'inscrire d'ailleurs dans une mouvance de l'histoire. Il donnera par exemple dans Les 4 vents de l'esprit, un recueil dit poétique, 4 souffles qui ont passé sur lui et 4 inspirations satiriques, épiques, lyriques et dramatiques. Et la partie dramatique, ce sera une pièce qu'il extrait du Théâtre en Liberté, qui s'appelle Les 2 trouvailles de Gallus, qui est magnifique, qui est composée d'une comédie et d'un drame, avec un personnage unique qui se trouve dans les 2 pièces, et qu'il considère comme représentatif de la condition des femmes et de l'avènement des femmes. Et dans Les 4 vents de l'esprit, ça précédera immédiatement le livre épique qui s'appelle tout simplement La Révolution. Avec beaucoup de peur, j'ai relu Les Misérables. Je ne l'avais pas relu depuis mon enfance. Et j'avais peur que cette impression, enfin si extraordinaire, s'appauvrit dans la lecture. Mais pas du tout, j'ai découvert, au contraire, que les Misérables étaient un de ces rares livres qui peuvent être lus par un enfant, par un lecteur, disons, moyen, qui cherche seulement à s'amuser, et aussi par un lecteur très exigeant et par un critique très sévère, parce que le livre est d'une richesse, n'est-ce pas, extraordinaire. J'étais très impressionné surtout par l'ambition, hein, l'ambition extraordinaire du livre, et aussi par le fait que le livre est une espèce de représentation de son époque. Tout ce qu'on lisait, tout ce qu'on croyait, tout ce qu'on rêvait, tout ce qu'on faisait, et aussi la vie entière de Victor Hugo. Peut-être reconnu le grand écrivain hispano-péruvien Mario Vargas Llosa, qui a d'ailleurs écrit il y a de cela quelques années une préface aux Misérables pour dire à quel point il aime ce livre, un livre à plusieurs niveaux, un roman siècle, vous le disiez, un roman monde, et puis un roman peut-être
qui se veut édifiant. Est-ce que vous avez le sentiment que Victor Hugo a la volonté d'éduquer, de changer la société, d'éduquer les foules quand il écrit ce livre? Là encore, je serais tenté de répondre oui et non. Édifiant, certainement pas au sens où on l'entend lorsqu'on parle d'ouvrages qui diffusent une sorte de pensée dogmatique ou héritée de la tradition. Mais la volonté d'instruire, d'éduquer, ça oui, parce que pour Hugo c'est fondamental. Hein. L'éducation est une des conditions sine qua non du progrès. Cela dit, c'est toujours dans ces romans des situations et des dénouements qui laissent place à la réflexion, qui ne clôturent pas vraiment l'œuvre. Elle est toujours porteuse d'un avenir. Et j'avais tendance à penser que le legs des chandeliers par Valjean à Cosette et Marius est symbolique à cet égard. Il leur transmet la lumière qu'il a reçue, mais à eux de s'en servir pour changer éventuellement plus profondément et puis pour changer la condition des autres. En tous les cas, il y a une volonté d'écrire un roman qui soit un roman populaire. Il s'agit quand même de faire lire les foules, de faire lire les masses. Oui, en cela d'ailleurs, on l'a quelquefois accusé d'être plus dans la lignée d'Eugène Sue que de Balzac. Et il avait beaucoup d'admiration pour Balzac. Il a considéré comme un génie, hein, sur lequel il a écrit un texte magnifique prononcé aux obsèques de Balzac. Et il y a du Balzac dans Les Misérables. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui relève de Balzac? Par exemple, la description des salons, de la mondanité, l'ascension même, d'une certaine façon, de Madeleine ou de Marius, peuvent faire penser à certains personnages ou à certaines situations. Et puis on a comparé aussi Jean Valjean au Père Goriot. Mais Hugo disait de Balzac que c'était un écrivain révolutionnaire sans le savoir, en quelque sorte, et lui-même était plus désireux de ce changement plus directement que ne l'était Balzac. Alors, évidemment, il y a un autre nom qu'on a envie de poser comme ça sur la table, c'est celui de Zola. Entre Zola et Victor Hugo, est-ce qu'on est dans... On n'est pas dans la même famille en termes de littérature, mais est-ce qu'on est dans la même famille en termes d'idées, par exemple? Alors, si j'ose dire, ils se sont rejoints, mais de façon presque posthume, puisque ils sont tous les deux au Panthéon. En fait, Zola a commencé par admirer énormément Hugo. Hugo le lui a rendu en le remerciant, en le félicitant pour certains de ses romans. Et puis il y a eu une affaire qui les a complètement écartés l'un de l'autre, c'est L'Assommoir. L'Assommoir a été reçu comme un roman désespérant, un roman qui donnait du peuple une image tellement négative qu'elle ne pouvait plaire qu'aux bourgeois. C'était en tout cas une des façons de la gauche d'accueillir l'Assommoir. Et les proches de Hugo, c'est déjà un peu tard dans sa vie, mais enfin les proches de Hugo étaient assez dans cette ligne-là, et il semble que Hugo ait partagé une partie de leurs analyses. C'est revenu aux oreilles de Zola, il a vu ça, et alors il s'est déchaîné pendant plusieurs années contre Hugo dans des textes d'une rare violence, que ce soit sur son théâtre, sur sa poésie, sur ses romans, avant de se repentir en quelque sorte, mais pratiquement au moment où Hugo est mort. Il y a là un phénomène, disons, transitoire. Zola, d'une certaine façon, a continué Hugo après. Il est certain que l'affaire Dreyfus, par exemple, dans laquelle il est intervenu, s'inscrit tout à fait dans la ligne, quand même. dans la ligne des combats de Hugo. Hugo
au moment des pogroms en Russie contre les Juifs, mène une campagne ardente contre ces pogroms et de défense des Juifs. Et il y a aux côtés de Hugo des gens qui seront aux côtés de Zola pendant l'affaire Dreyfus. Et si on va encore plus loin dans l'anachronisme, je le fais parce que vous le faites aussi, on peut citer Proust, on peut citer Camus. Qu'est-ce qu'il y a finalement chez ces deux écrivains qui empruntent à Victor Hugo? Alors il y a beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne croit. Chez Proust, il y a beaucoup de citations textuelles de Hugo, et puis pourrait même y avoir, mais là je suis prudent parce que c'est pas explicite, un souvenir de certaines descriptions par Hugo des salons ultra dans Les Misérables. Chez le second écrivain que vous avez nommé, Camus, on a dit souvent que l'étranger doit quelque chose, probablement, au dernier jour d'un condamné. Et il y a un style qui, en effet, dans le dernier jour d'un condamné, est un style qui annonce celui de Camus, ou du moins Camus retrouve quelque chose de la façon de Hugo. Est-ce qu'on retrouve un petit peu les modalités du pacte de lecture de Victor Hugo chez tous ces écrivains, ce narrateur à la fois omniscient, mais qui laisse régulièrement la place à l'auteur, qui s'adresse même parfois directement au lecteur ou à la lectrice, parce qu'il aime bien appeler à l'attention les lectrices. Cette façon d'interrompre le récit pour faire de très longues digressions, qu'est-ce que vous en diriez, vous, Arnaud Laster? Alors, d'abord, je dirais qu'il ne fait pas toujours cela. Hein. Le dernier jour d'un condamné est l'exemple même d'un livre à la première personne du singulier, hein, et pourtant cette première personne du singulier n'est pas lui, hein, et c'est en même temps un roman qui est tout à fait moderne. Hein. Les digressions, eh bien, un homme du nouveau roman comme Michel Butor en a fait admirablement la défense en disant que c'était là peut-être la plus grande originalité du roman, cette façon de déborder par les digressions la narration traditionnelle. Et il allait presque jusqu'à dire que les épisodes narratifs n'étaient que l'illustration des digressions, et qu'en tout cas, à ses yeux, c'était une des originalités, une des modernités même de ce roman. Oui, que finalement, quand il fait... Et les Russes, d'ailleurs, bon, on se demandait tout à l'heure s'il y avait une postérité des Misérables. Il est certain que Dostoïevski ou Tolstoï ont été fortement influencé par Hugo. Oui, parce que par exemple, quand il fait ce chapitre qui s'appelle Parenthèse, je crois que c'est le chapitre 7 de la deuxième partie, c'est une grande digression sur les couvents, et certains disent, et vous en faites peut-être partie d'ailleurs, Arnaud Laster, que ça l'intéresse finalement davantage, l'histoire des couvents, que l'histoire de Jean Valjean, par exemple. Non, je ne dirais pas ça. Je pense que les deux les intéressent. Les deux, sinon, il n'aurait pas mis l'un et l'autre dans le roman. Hein. Les couvents, c'est très complexe la façon dont il en traite, parce que d'un côté, il en voit le côté passéiste, le côté extrêmement négatif, mais en même temps, il les défend comme une forme de micro-société qui s'administre elle-même, et il a une sorte d'admiration et d'émotion à l'égard de celles qui sont dans ces couvents et qui prient. Oui, mais il aurait pu sortir, par exemple, ces chapitres et en faire des essais ou en faire d'autres livres. Et ce qui est en réalité très fascinant, c'est le mélange des genres. Est-ce que ça, c'est quelque chose de très réfléchi pour Victor Hugo? Est-ce qu'il y a une volonté, je ne sais pas, de modernité ou de recherche littéraire là-dedans? Tout à fait. Ça part de la préface de Cromwell, hein, à laquelle on peut se reporter souvent, hein, qui préconise ce mélange des genres. Ça va être fondamental chez lui, hein, le refus de l'unité, le refus et qui se bat pour une littérature et un théâtre moderne. Le mot y est. Hein. Le grand mot de Hugo, sa grande visée, ce n'est pas d'être romantique,
Il avait à l'égard de ce mot des réserves. Il disait c'est un mot que nos ennemis nous ont plaqué, que nous avons accepté de prendre comme drapeau, mais il se voulait avant tout moderne, et pour lui c'était la liberté qui devait primer. Merci beaucoup Arnaud Lastère pour cette analyse des Misérables et de la pensée politique d'Hugo, puisqu'on a beaucoup parlé de politique finalement à travers ce livre. Je rappelle que vous êtes le président de la Société des Amis de Victor Hugo et l'auteur, entre autres, d'une préface à ce texte paru dans l'édition Pocket de 2009. Demain, pour le dernier épisode de notre série consacrée à Victor Hugo, eh bien Claude Millet nous parlera de ses écrits poétiques et en particulier de la légende des siècles. Mais comme tous les jours, ou presque à cette heure-ci sur France Culture, eh bien c'est Jacques Bonafé que vous retrouvez. Il continue de nous faire découvrir la poésie de François Gibault. Bonjour, bonjour la compagnie. Et un nuage après l'autre. Ça, c'est le titre de François Gibault. Je crois qu'il convient de le lire ainsi, pas un nuage après l'autre, mais un nuage après l'autre. Quand on tombe sur ce recueil au milieu des arrivages de la rentrée, une petite joie nous fait du bien de lire ça. Des routes à l'infini dans l'Amérique en feu, gares envahies, forêts décimées, cathédrales englouties. Moi, caillou, je pleure. On ne sait jamais pourquoi le bonheur tombe sur vous. Le ciel d'un coup, sans nuages, on vous aime, vous aimez aussi, et vous respirez librement. Alors vive Dieu, les autres, les matins, les soirs, le clair de la lune et le sauter d'agneau. Même quand le ciel nous sera tombé sur la tête, il surviendra peut-être quelque chose. Il suffira que dans un coin du monde, un jeune caillou s'étire au soleil, pour que pousse un arbre, pour que naisse un papillon, un singe, si l'on en croit Darwin, tout espoir n'est donc pas interdit. Il faut s'accrocher à cette idée, s'engorger, s'en gargariser comme d'une drogue bienfaisante, douce, contraire aux autres qui tuent lentement quand ce n'est pas vite, quand ce n'est pas à la seconde. Espérons ainsi que l'eau coulera toujours sous ce qui restera des ponts et que le vent poussera encore les nuages. Il faut y croire, s'en persuader, ça aide à vivre. Homme nu, souffrant, sans eau, sans morphine, sans argent, sans amis, de par le monde, ils sont millions, beaucoup pour avoir aimé, qui vont passer. La nuit surtout, en attendant le jour, une présence, des mots de consolation, et la mort aussi, libératrice, espérée, pour en finir. François Gibault. Tous enfants de Dieu, tous tombés du ciel, à Jérusalem comme à Ramallah, ceux qui n'ont qu'une maman, qu'un papa, et ceux qui en ont deux, pas coupables comme ceux qui crèvent de faim ou sous les bombes, et ceux que l'on frappe, maltraite, torture, assassine, arrêtez. Vous êtes des hommes, pas des chiens. François Gibault, un nuage après l'autre. Si les nonnes pètent, la foudre aussi, les volcans, les jeunes et les vieux, et partout c'est la fête. La mer s'agite, le ciel se fâche, le cèdre en a marre, grand-mère se casse la jambe, le renard mange la poule, juste revanche des asticots dont elle avait fait son ordinaire. Ainsi tourne le vent, manège sans fin, la vie, la mort. Encore un petit dernier pour clore l'ensemble. Dans l'église en feu, marchons mes frères, encore une fois. Les brumes finiront bien par se dissiper, on rejouera le boléro. Il y aura des femmes nues pour tous, des banquets somptueux et des comédies pas forcément drôles. Un rosier, deux rosiers, une prune, un éléphant rose et 1000 serpents qui s'enlaceront en silence. Jacques Bonafé, merci. Vous lisiez donc des textes de François Gibault.